Heureusement, un signal radio est beaucoup plus rapide qu'une fusée. Il file à la vitesse de la lumière. Et au lieu de prendre 75 000 ans, un signal voyageant de la bille de Manhattan jusqu'à la bille de Washington ne prendrait que 4 ans et demi. Un signal allant de la bille de Manhattan à celle de Rio prendrait 100 ans pour faire le voyage. Certaines de nos premières émissions pourraient maintenant approcher de leur but. Voyons les choses à l'envers. Des civilisations extraterrestres intelligentes ne pourraient-elles envoyer des cliquettements vers la Terre simplement pour voir s'il y a quelqu'un? Les spécialistes sont à l'écoute grâce à la technologie créée à l'origine pour étudier les phénomènes cosmiques lointains, comme les étoiles en train d'exploser. De nombreux phénomènes produisent des ondes radio. En les étudiant, on obtient des informations sur ce qu'il y a ailleurs et comment ça marche. Le fait d'utiliser les antennes radio pour étudier l'univers est une idée qui date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Les immenses antennes radio utilisées aujourd'hui, ce qu'on appelle des radiotélescopes, sont tellement perfectionnées et sensibles qu'elles peuvent facilement détecter l'énergie d'une puce en train de dormir. Ce ne sont que de grands réflecteurs au fond. Des ondes radio arrivent et tombent autour de nous sur toute la Terre. Certaines de ces ondes radio vont donc tomber sur ces antennes. Elles se réverbèrent sur ce grand miroir et sont concentrées après vers un amplificateur très sensible. Ensuite, des signaux sont envoyés via des câbles jusqu'à une pièce de contrôle où des récepteurs sensibles analysent cette énergie des ondes radio. Seth Shostak est un astronome de l'Institut SETI de Mountain View en Californie. SETI signifie « recherche d'une intelligence extraterrestre ». Ici aussi, on utilise des radiotélescopes, mais pas pour étudier des phénomènes cosmiques naturels. C'est exactement la même technologie qu'on utilise pour chercher des signaux qui sont non pas émis par la nature, mais par exemple par E.T. Et comment fait-on la différence? Le type de signal que nous recherchons est ce qu'on appelle un signal à bande étroite. C'est un signal qui est à un seul endroit de la longueur d'onde. Il est sur une seule fréquence. C'est ce qui indique qu'il est envoyé par un émetteur et non par la nature. Bien sûr, ce ne sont pas des scientifiques qui font ce travail d'écoute, mais des ordinateurs. Nous avons des récepteurs spécialisés qui font le travail et des ordinateurs qui contrôlent les récepteurs. En général, ceux-ci contrôlent 100 millions de canaux en même temps. Si un ordinateur voit un signal qui lui paraît pouvoir être une forme de vie extraterrestre et non un radar d'aéroport ou un satellite de télécommunication, il va suivre ce signal. Et si cela commence à lui paraître intéressant, que cela peut être le grand truc qu'on attend, alors il nous contactera et attirera notre attention dessus. Pour l'instant, aucun signal de ce type n'a été détecté. Mais l'Institut SETI continue fidèlement ses recherches, et à juste titre, selon beaucoup d'astronomes réputés. Absence de preuve ne signifie pas preuve d'absence. Donc nous ne pouvons pas dire que du fait que SETI n'ait rien trouvé jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas d'autre civilisation intelligente quelque part. Non, on ne peut pas dire cela. Et je soutiens la poursuite de ces recherches. Il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies dans l'univers. En considérant simplement ces chiffres, je serais surpris qu'il n'y ait pas une forme de vie intelligente quelque part dans l'univers. Mais les objets cosmiques sont si nombreux. Comment les astronomes de SETI déterminent-ils l'endroit exact où ils vont porter leurs efforts et diriger leurs télescopes? Ce qu'on veut, c'est capter des systèmes stellaires qui ont une chance de posséder une planète comme la nôtre et d'abriter une forme de vie intelligente. Mais nous ne savons pas vraiment quel type de planète dépend de ces étoiles. Nous avons une longue liste de millions d'étoiles relativement proches. C'est notre jardin cosmique et nous ne faisons que tracer notre voie parmi elles. Et qu'arriverait-il si un jour un télescope radio SETI captait un signal qui ressemblerait à ce qui pourrait être une transmission extraterrestre? Une chose que vous feriez certainement si vous captiez un signal, c'est de dire « je n'y croirais pas avant que quelqu'un d'autre l'ait vu aussi ». Parce qu'il peut y avoir des bugs dans le système informatique.
Donc ce que vous feriez, au moment où vous pensez que ça a l'air réel, est d'appeler quelqu'un d'un autre observatoire radio qui a les mêmes antennes que vous. Et vous lui diriez, écoute, regarde cette partie du ciel à telle fréquence radio, regarde cette partie de la longueur d'onde, et vois si tu trouves quelque chose. Et si c'était confirmé par 2 ou 3 observatoires, je pense qu'à ce moment-là, vous pourriez tranquillement organiser une conférence de presse. Mais si notre premier contact avec un extraterrestre ne passe pas à travers un signal radio, si E.T. arrivait sous une forme inconnue, la première délégation extraterrestre pourrait atteindre la Terre sous forme de machines tellement minuscules que nous ne pourrions les détecter à l'œil nu. Step forward. You speak English. We speak every language. Depuis les années 50, les films de science-fiction mettent en scène des extraterrestres qui ressemblent à des humains. Homo sapiens, slaves. Un type de créature a été largement popularisé dans les dernières décennies. Les ufologues enthousiastes pensent que des militaires américains ont découvert des corps issus d'un vaisseau spatial extraterrestre qui se serait écrasé dans les années 50. Ces extraterrestres présumés sont des humains de petite taille avec des têtes disproportionnées. Ce sont de petits hommes gris. En général, ils ont des grands yeux et ils ne rient pas. Peut-être qu'ils n'ont pas d'ADN, mais ils relèvent de la biologie. Ils sont vivants. Ils ont une forme anatomique facile à saisir et à accepter pour les êtres humains. Est-ce vraiment à cela que ressemblerait E.T.? Peut-être. C'est une hypothèse. Mais en même temps, je pense que dans des centaines d'années, nous pourrons inventer des machines pensantes. Et si nous le pouvons, peut-être les extraterrestres l'ont-ils déjà fait depuis longtemps. Il faut garder à l'esprit que l'univers est vaste et très ancien. Ils ont eu tout le temps. Hello, Kismet. You gonna talk to me? Les machines pensantes paraissent bien loin de nous. Pourtant, certains futurologues pensent qu'elles sont à notre porte. Nous réduisons la taille des transistors sur les circuits intégrés. Tous les 2 ans, nous pouvons mettre 2 fois plus d'informations sur une puce. Et en étant plus petit, cela va de plus en plus vite. Et ce sera encore le cas pendant des décennies. Aujourd'hui, je peux avoir dans ma poche un ordinateur qui est des milliers de fois plus puissant que celui que je partageais avec des milliers d'étudiants et de professeurs quand je suis arrivé à MIT dans les années 60. Ray Kurzweil est convaincu que la puissance et la vitesse des ordinateurs surpasseront rapidement celle du cerveau humain. Prenez l'estimation la plus modeste quant au volume de calcul nécessaire pour simuler le cerveau humain. Elle est de 10 puissance 10 à 10 puissance 16 calculs par seconde. Cela dit, il y a des estimations plus basses encore. Mais prenons l'estimation haute parmi les plus modestes. Nous aurons cela pour $1 million vers 2020 et pour $1 vers 2030. Nous aurons tout cela dans un super ordinateur dans quelques années. Kurzweil prédit que dans un futur proche, de minuscules ordinateurs seront intégrés dans le corps humain pour pallier à certaines de ses faiblesses. Nous avons déjà commencé. Il y a des gens qui ont des ordinateurs qui remplacent une partie de leur cerveau. Par exemple, ceux qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Et ces systèmes peuvent déjà intégrer de nouveaux logiciels. Vous pouvez les télécharger de l'extérieur du patient pour l'ordinateur qui est dans son cerveau. Ça se passe aujourd'hui. Cela ne s'arrête pas là. La technologie se perfectionne et des machines microscopiques qu'on appelle des nanorobots seront capables, dirigés par un ordinateur, d'accomplir toute une gamme d'actes de maintenance à l'intérieur du corps humain. Finalement, nous serons capables de faire passer ces appareils dans le système sanguin. Et nous aurons des milliards de ces ordinateurs de la taille d'une cellule sanguine et de nanorobots dans le sang. Ils nous garderont en bonne santé et ils seront en interaction avec nos neurones. C'est ainsi que vers 2030, l'homme et la femme de la rue seront en partie biologiques et en partie non biologiques. Mais la prédiction la plus étonnante de Kurzweil, c'est que les ordinateurs permettront finalement aux humains de dépasser la biologie et de se dépouiller entièrement de leur corps.
Ils étudieront les fonctions neurologiques d'un individu et téléchargeront ses connaissances, son expérience et sa personnalité qu'ils dirigeront vers un système de stockage. Vous pourrez aller à l'intérieur de mon cerveau, à travers le système sanguin, et envoyer des milliards de scanners de taille microscopique dans mon cerveau à travers les capillaires. Ils scanneront tous mes neurones et rassembleront tous les détails qui me concernent. Les neurotransmetteurs, la concentration d'ions, les connexions interneuronales, absolument tout ce qui me constitue. Je pense que ce sera parfaitement faisable. Cela prendra un peu de temps, 40 ans peut-être ou plus. Mais il viendra un moment où on pourra capter chaque particularité d'un individu et recréer ensuite sa personnalité. Les implications de tout cela sont bouleversantes, et parmi elles, la perspective d'immortalité. Si un système informatique meurt, ce n'est pas la fin des dossiers. Il suffit de les copier sur une nouvelle machine. Toutes les caractéristiques de votre machine peuvent être préservées. Vous pouvez en faire une copie. Les machines elles-mêmes seront assez intelligentes pour se reproduire et améliorer régulièrement leur design. Nous voyons déjà des systèmes qui se reproduisent seuls dans les ordinateurs. Par exemple, un virus, c'est une entité. Ce n'est pas physique, c'est juste un élément de logiciel, mais qui est capable de se copier lui-même. Et c'est ainsi que quelqu'un peut expulser un virus, qui est en train de se copier lui-même, et ensuite le propager par Internet. Voilà ce qu'est l'auto-reproduction. Et bien sûr, ces machines intelligentes, qui sont à la fois immortelles et beaucoup moins vulnérables aux radiations et autres dangers cosmiques, seraient capables de survivre à de longs voyages interstellaires. C'est un raisonnement qui amènerait Kurzweil et les autres futuristes à penser que notre première rencontre extraterrestre a plus de chances de se produire avec des machines intelligentes qu'avec des créatures biologiques. Ils n'enverront pas de grandes créatures mollassonnes, mais de petits systèmes microscopiques non biologiques. Et c'est ce que nous allons faire, nous aussi. Qu'elle soit intelligente ou non, biologique ou pas, la découverte d'une forme de vie extraterrestre serait sans doute la révélation scientifique la plus importante de l'histoire de la civilisation humaine. Certains affirment que cela pourrait même avoir une influence très positive sur la conception humaine. Je pense que cela changerait réellement notre perspective en tant qu'individu. En tout cas, cela nous montrerait que nous sommes une espèce parmi d'autres dans un monde, dans un univers, et que nous ne sommes uniques que parce que nous sommes. Et si cela ne nous donne pas la force de dépasser certaines de nos différences stupides, je ne sais pas ce qui se passera. Je pense que c'est une des meilleures choses qui pourrait nous arriver. Certains pensent qu'un éventuel contact avec une civilisation extraterrestre ne provoquerait aucune panique dans les rues. At the proper moment, the invasion will be launched from our platforms. I'm getting out of here. Stay where you are. Je pense que les humains sont beaucoup plus prêts qu'on ne le pense à rencontrer des extraterrestres. Nous sommes beaucoup plus souples et ouverts à ce genre de choses. Et l'idée selon laquelle nous serions en proie à la panique et que notre société exploserait me paraît bien réductrice. Mais si nous ne trouvons jamais de réponse, si nous n'entendons jamais de signaux extraterrestres, si nous ne rencontrons jamais d'espèces intelligentes en dehors de la nôtre, dans ce cas, le silence est aussi à sa manière une réponse d'une grande profondeur. Il nous dit que la vie est unique, que la vie intelligente est précieuse, et que tel un trésor, elle doit être protégée à tout prix. Sommes-nous vraiment seuls? C'est peut-être la question la plus importante que nous puissions nous poser à propos de l'univers.